Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, 6 accords finalisés et 4 signés. La commission mixte de coopération entre le Burkina et le Ghana se précise. Dans quelques secondes, nous irons à Accra pour faire le point de cette 12e commission avec le ministre Alpha Barry et le vice-président ghanéen. Ils sortent de leur laboratoire le temps d'une soirée. Les scientifiques burkinabés sont à l'honneur. Il faut désormais compter sur la nuit de l'excellence scientifique, une nuit de récompense pour ces femmes et ces hommes qui mettent la science au service du développement. Un vent nouveau ou plutôt un nouvel air souffle sur la musique burkinabé et les mélodies s'emportent vers une nouvelle définition des sonorités made in Burkina. Quelle est-elle? Réponse dans une vingtaine de minutes. Et puis c'est encore parti pour Cesare Battisti, le terroriste italien devenu romancier au Brésil est une fois de plus en cavale. Il devait pourtant regagner l'Italie pour purger la peine maximale pour avoir été reconnu coupable de meurtre et de complicité de meurtre à la fin des années 1970. Bienvenue à tous. La 12e commission mixte de coopération entre le Burkina et le Ghana s'est achevée ce week-end à Accra sur la vingtaine de projets de coopération soumis à discussion. 6 accords ont été finalisés, dont 4 signés dans la foulée. Il s'agit des accords de coopération et de mémorandums d'entente relatifs à la sécurité, à l'éducation, au sport et au transport. Le point avec notre envoyé spécial, Dramane Dian. Des signatures qui mettent fin à 3 jours de tractation. Les travaux de la 12e commission mixte de coopération entre le Burkina et le Ghana s'achèvent ainsi avec 6 nouveaux accords. Pari tenu pour les 2 parties. Nous avons examiné beaucoup de points qui étaient à l'ordre du jour et on a pu finaliser 6 accords. Et les 6 accords, nous avons signé 4, principalement dans le domaine du sport, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la sécurité et dans le domaine du transport ferroviaire. Et comme le ministre est le ministre de suivi-évaluation, chargé de suivi-évaluation, donc nous avons espoir que les accords que nous avons signés vont pouvoir se concrétiser assez rapidement. Réception 5 sur 5, faute du ministre Anthony. Les autorités ghanéennes rassurent de leur bonne foi d'aller vite et bien. Nos 2 pays sont liés à plusieurs égards. On fera donc chemin ensemble pour le bonheur de nos populations et nous y arriverons. Vive l'amitié entre le Burkina Faso et le Ghana. Il y a toujours d'autres domaines de coopération à explorer. Pour davantage renforcer les relations entre les peuples ghanéens et burkinabés, disent-ils, avant cette poignée de main, expression d'une volonté affichée pour de meilleures perspectives en matière de coopération. Et l'occasion était belle à saisir pour la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina de faire une opération de charme. Au pays de Kwame Nkrumah, les opportunités d'investissement ont été présentées aux hommes d'affaires ghanéens, mais aussi à la diaspora burkinabé. Le point toujours avec Dramane Dian. Des retrouvailles autour d'un dîner à la faveur de la 12e commission mixte de coopération entre le Burkina et le Ghana. Une opération de charme pour amener les investisseurs ghanéens et la diaspora à privilégier la destination Burkina. Et ce gala qui a réuni les hommes d'affaires ghanéens et burkinabés a permis une fois de plus d'informer les 2 parties des différentes opportunités qu'offre le Burkina Faso dans le domaine des mines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie. Et voici autant d'opportunités que la représentation de la Chambre de commerce ici au Ghana va travailler à diffuser auprès de la diaspora. Pour relever le défi de la mobilisation de la diaspora en vue de sa participation à la relance économique de la mère patrie, la Chambre du commerce et d'industrie travaille à mieux se faire connaître à l'international. L'occasion est tout trouvée ici à Accra. Et la Chambre de commerce a mis en place le plan
stratégique de mandature qui s'appuie sur le PNDS et qui développe des outils, des axes qui accompagnent le secteur privé. Et quand on sait que le secteur privé est le moteur de la croissance économique de notre pays. Avec le soutien du gouvernement, l'institution entend jouer pleinement son rôle d'interface et de facilitation des contacts d'affaires, car il y a de belles opportunités à saisir au Burkina. Et puis sachez que le président du Faso se rend en visite officielle à Paris. La direction de la communication de la présidence informe que Roch Marc Christian Kaboré effectue du 16 au 18 décembre une visite officielle en France sur invitation de son homologue Emmanuel Macron. Au cours de son séjour, le président du Faso et son homologue vont passer en revue les questions d'intérêt commun en vue de répondre aux questions sécuritaires dans la sous-région notamment. Le séjour du président du Faso sera entre autres marqué par une cérémonie à l'université de Dijon, au cours de laquelle il s'adressera aux étudiants pour donner sa vision sur les questions de la jeunesse et la formation. À Ouagadougou, eux ont brillé par leurs connaissances scientifiques. Des chercheurs burkinabés ont été primés pour leurs travaux dans les domaines des sciences humaines, des sciences de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. C'était au cours de la toute première édition de la Nuit de l'excellence scientifique. Moussa Oudraogo et Tanga Kafando, reportage. C'est une soirée pour magnifier les résultats de la recherche et reconnaître le mérite des acteurs du monde de la recherche scientifique au Burkina Faso. Initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, la Nuit de l'excellence scientifique est à sa première édition et 4 domaines ont été primés. Il s'agit des domaines des sciences humaines et de la société, des sciences de l'éducation et de la formation, des sciences de la santé et des sciences agricoles et de l'environnement. Et ce sont donc 4 lauréats qui ont reçu chacun la somme de 10 millions de francs CFA, un trophée et un certificat. En plus des prix officiels, des prix spéciaux ont été décernés. Je voudrais dire aussi merci à mes collaborateurs avec qui je travaille. Et je pense que c'est grâce à la collaboration de tout ce beau monde-là que ces prix ont été possibles. Cela me demande de redoubler d'ardeur pour faire mieux. Ce prix, je pense que c'est... D'abord, c'est avec beaucoup de joie que je le reçois. Et je pense qu'en toute humilité, je pense que je le dois à l'Institut qui m'a offert un cadre approprié pour que je puisse mener à bien mes recherches et aboutir à ces résultats. Pour le Premier ministre, patron de l'événement, le gouvernement est résolument engagé à faire de la recherche scientifique le moteur du développement et tout sera mis en œuvre pour redynamiser la recherche scientifique au Burkina Faso. En marge de la remise des prix, les membres du Haut Conseil pour la recherche scientifique ont été officiellement installés, une institution de 76 membres dont la mission est de donner les grandes orientations en matière de recherche scientifique au Burkina Faso. Qui passera sûrement avec le temps à leur dire que j'ai contemplé le bonheur une seconde. Et certains de ces scientifiques ont certainement un œil sur le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire. Ils déroulent ces activités dans la province de San Matenga. À Boulsa, plusieurs infrastructures ont officiellement été mises à la disposition des populations, des magasins de warantage, des fourrages, mais aussi des marchés à bétail. Et la liste n'est pas exhaustive. Elles vont donc aider les populations à s'adapter efficacement au choc climatique. Pamadrogo Jean Zongo et Abdelaziz Yagibou nous en parlent. La thérapie du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire PRIA atténue la souffrance des populations vulnérables de certaines communes des régions du centre-nord, du Sahel et de l'Est. Un projet aux multiples réalisations visant à mieux armer les communautés bénéficiaires face à l'adversité de la nature. L'un des leviers, les derniers nés de PRIA pour tirer l'économie des populations laborieuses de Boulsa vers le haut, c'est ce marché à bétail réalisé à plus de 100 millions de francs CFA avec l'appui financier de la Banque islamique de développement. L'arrivée du projet nous a vraiment fait beaucoup de bien. On nous a aidé avec un enclos, des poulaillers, de l'eau et même des toilettes. Franchement, beaucoup d'infrastructures ont été réalisées. Les marchés à bétail sont d'une grande importance dans le cadre d'abord la commercialisation pour le marché à bétail et qui est ensuite avec un parc
pour nous permettre d'assurer une santé à nos animaux. D'une durée de 5 ans, le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire a engrangé en 4 ans d'exécution des résultats considérables. Nous avons construit aussi 32 magasins de warrantage pour éviter que les producteurs ne bradent leurs produits à la récolte. Nous avons réalisé aussi des forages pastoraux au nombre de 5 et des unités de volailles sont construites aussi pour les jeunes. La première tranche des infrastructures réalisées par le PRIA s'élève à environ 1,7 milliard francs CFA. Le bilan à la date du 14 décembre 2018 fait état de réalisation toujours en souffrance. Des chantiers pour lesquels l'équipe en charge de la conduite du projet promet mettre les bouchées doubles. Et ce projet gouvernemental est soutenu par des partenaires au développement à l'image du Luxembourg qui compte investir plus dans l'environnement. Les promesses se tiennent en Pologne en marge de la 24e conférence mondiale sur le climat. Le bilan de la participation burkinabé est satisfaisant au regard des rencontres qui se font. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux à Katowice, Karimil Voudo et Ibrahim Assanou. Reçu en audience par le ministre luxembourgeois de l'Environnement, le ministre Bassière explique à son homologue les différentes composantes du projet Éco-Village. Un projet bien apprécié par le Luxembourg qui accompagne déjà le Burkina sur plusieurs projets. Le ministre et moi, on se voit régulièrement pour regarder le progrès qu'on fait au niveau de collaboration pour l'environnement, protéger le climat, parce que le Luxembourg a un financement international climatique où on veut vraiment aider nos partenaires et travailler avec nos partenaires pour réduire les effets du changement climatique. Le 14 décembre interviendra la clôture de cette 24e COP et le ministre rencontre la délégation burkinabé pour faire un bilan partiel de sa participation. Nous avons participé à l'ensemble des segments de haut niveau. Nous avons pu livrer la déclaration du président du FASO au segment ministériel. Nous avons participé bien sûr au segment ministériel des ministres en charge de l'environnement de l'Afrique, également sur le dialogue de Talonia, mais également avec la francophonie. À chaque étape, le Burkina a décliné sa façon de voir les choses et nous sommes confiants que les négociations vont aboutir. C'est normal parce que les pays n'ont pas les mêmes intérêts dans l'accord de Paris. Nous, en tant que pays moins polluants, mais dépendants des questions climatiques, mais les autres également, bien sûr, polluants, et tu dois débourser les ressources. Nous ne sommes pas au même niveau. Par conséquent, nous avons espoir que les négociations vont avancer, en tout cas bouger en Pologne. À cette clôture, les négociations s'annoncent houleuses et chaque partie compte encore engranger quelques acquis. À Bobo Dioulasso, on parle plutôt décentralisation. Les acteurs se penchent sur les nouveaux référentiels en la matière. Cela au cours d'un atelier organisé par le ministère en charge de la décentralisation et le secrétariat permanent de la Conférence nationale de la décentralisation. La session qui s'achève ce week-end intéresse les gouverneurs, les hauts commissaires, les préfets et les maires. Hassan Gourabou et Amadou Lougué. C'est un document volumineux de plus de 400 pages. Il contient l'essentiel de la politique générale de la décentralisation au Burkina Faso. Burkina Faso a entamé le processus de décentralisation avec les premières élections en 1995 sous un premier cycle qui était caractérisé par les textes d'orientation de la décentralisation. Ensuite, nous sommes passés à une deuxième phase avec le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation qui est arrivé à échéance en 2015. Et nous entamons un troisième cycle à partir de maintenant jusqu'à l'horizon 2040. Ce troisième cycle du référentiel contient beaucoup d'innovations, des innovations portées à la connaissance de ces acteurs clés de la décentralisation, à savoir les gouverneurs, les hauts commissaires, les préfets et les maires. Nous avons par exemple essayé d'introduire l'élection des présidents de conseil de collectivité au suffrage universel direct. Ça, c'est un exemple. Nous avons aussi essayé d'instituer donc au niveau des budgets, la loi de programmation budgétaire. Ce n'est pas la première fois qu'une telle rencontre est organisée sur les nouveaux référentiels de la décentralisation. Elle a déjà réuni des organisations de la société civile, mais aussi des hommes des médias. L'objectif du gouvernement, toucher toutes les couches sociales
et leur donner les rudiments nécessaires de ces textes sur la décentralisation. Où en est-on avec la mise en œuvre de la politique nationale en matière donc de sécurité? Quels sont les goulots d'étranglement? Autant de questions posées au cours de la rencontre annuelle du comité technique pour la sécurisation foncière en milieu rural. Les éléments de réponse dans ce reportage signé à Daouda Ouattara et Estelle Judith Assogba. C'est une première session du comité technique pour la sécurisation foncière en milieu rural. Et ils sont tous présents, les membres statutaires, les acteurs fonciers des différents ministères, des collectivités territoriales et de la société civile. Ils ont pour rôle de mener des réflexions, de faire des analyses et des propositions pour la mise en œuvre efficace de la politique nationale de la sécurisation foncière en milieu rural. Aujourd'hui, pour cette session, c'est le cas de l'élaboration des attestations de possession foncière rurale, où nous sentons qu'il n'y a pas ce lien entre les services fonciers ruraux et les services déconcentrés des différents ministères pour permettre l'élaboration de ces documents. Donc nous posons la problématique pour qu'ensemble nous trouvons des solutions afin que nous balayons, parce que c'est un point très important de la sécurisation foncière. Il faut élaborer les APFR pour les propriétaires terriens avant toute transaction sur le foncier. Ce cadre de concertation s'est tenu il y a de cela 5 ans et cette session marque une avancée dans le processus de la gestion du foncier. C'est une session qui va donc relancer les cadres de concertation officiels entre acteurs institutionnels chargés du foncier rural et faire le point de la mise en œuvre de la politique nationale de la sécurisation foncière en milieu rural. À Dédougou, ce qui importe plus, c'est la place qu'on donne aux jeunes dans le développement national. Le ministre Smaïla Ouedraogo est allé à la rencontre des jeunes de la région de la boucle du Mouhoun. Il a dû faire face à des préoccupations égrenées sans complexe. De cette rencontre, il ressort que les jeunes de la région veulent apporter leur pierre à l'édification d'une nation prospère. Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo nous font le point. Ils sont venus des 4 coins de la région de la boucle du Mouhoun pour participer à cette rencontre. Une rencontre qui a pour objectif, entre autres, de recueillir les préoccupations de cette jeunesse et présenter les mesures prises par le gouvernement pour l'accompagner. L'activité que nous tenons ce matin s'appelle Rendez-vous avec les jeunes. Rendez-vous avec les jeunes est une activité qui permet au ministère de sortir de ses bureaux à la rencontre de la jeunesse pour dire premièrement à la jeunesse qu'est-ce que nous avons fait jusque-là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire et qu'est-ce que nous envisageons faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et écouter la jeunesse donc, sur leurs attentes et leur appréciation de ce que nous faisons. Au cours de la rencontre, plusieurs thèmes sont développés, suivis des échanges entre communicateurs et participants. Des jeunes qui ont réagi donc, avec des questions pertinentes et avec des suggestions pertinentes que nous avons essayé donc, de répondre. Et les suggestions, nous allons essayer de les intégrer dans nos activités. C'est le but même du jeu. En matière de difficultés fondamentales pour la jeunesse ici, c'est l'accès à la formation professionnelle. Mais au-delà de la formation personnelle, c'est l'accès également aux différents outils pour l'insertion professionnelle qui sont revenus et les cadres d'épanouissement. J'ai beaucoup appris, nous a donné des conseils par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, il nous a fait des promesses aussi. Je suis très satisfait. À cette occasion, le ministre a encouragé certains jeunes qui se sont illustrés dans divers domaines à travers une remise d'attestation et de kits de matériel de travail. Il dit tenir le bon bout. Le département en charge de la femme est confiant quant à l'abandon du mariage des enfants. Le département donc réunit à Ouagadougou les acteurs de la plateforme multisectorielle de prévention et d'élimination du phénomène. C'est la deuxième rencontre de l'année au cours de laquelle un bilan est établi, lequel, voyons cela avec Roger Cam et Nathalie Sawadougou. Ils sont des acteurs du suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et d'élimination du mariage d'enfants. Réunis ici dans le cadre de la deuxième session ordinaire de la plateforme multisectorielle de prévention et d'élimination du mariage d'enfants, ils font le point des activités menées, mais aussi envisager l'avenir.
Et cette rencontre prévoit de faire le point des engagements qui ont été pris par les différents ministres pour vraiment œuvrer à l'élimination du mariage d'enfants au Burkina Faso et de valider le projet de plan d'action pour 2019-2021. Pour les partenaires techniques, des acquis ont été engrangés certes, mais beaucoup reste à faire et il faut accélérer les interventions. Il est démontré que la pratique du mariage des enfants est un des principaux contributeurs à la problématique de la démographie dans le monde, et particulièrement de la démographie en Afrique subsaharienne et dans notre région. Et je crois que c'est très très important. Si une jeune femme se marie à 18 ans et qu'elle a son premier enfant à 19 ans, par exemple, au lieu de 12, 13, 15 ans, eh bien, c'est mathématique, hein. Elle fera moins d'enfants dans sa vie. Les acteurs attendent beaucoup de l'adoption du Code de personnes et de la famille qui stipule qu'il ne doit plus y avoir de mariage avant 18 ans. Un cadre légal qui va leur permettre de mener à bien leur lutte. Et les enfants qui ont justement leur place à l'école, et ce ne sont pas ceux de Kierma dans le Bazega qui diront le contraire. Ils sont plutôt heureux de pouvoir étudier dans de meilleures conditions grâce à l'ONG Électriciens sans frontières. La structure leur a offert plusieurs centaines de lampes solaires. La cérémonie avec Konsoud Koulibaly et Maxime Zongo. 310 lampes pour les élèves, une dizaine au profit des enseignants, voilà le contenu de la dotation. Avec ces lampes solaires, c'est désormais de l'électricité à portée de main qui permettra aux élèves d'apprendre leurs leçons au moment souhaité. Ce sont des petites lampes qui fournissent une puissance jusqu'à 100 lumens en éclairage. Ça permet de largement éclairer une pièce. Ces produits, ils sont très durables. On donne une garantie de 2 ans. Avec l'accompagnement, je pense que ça peut aller. Puisqu'il y a un suivi de ces lampes. Chaque maître va veiller à la bonne gestion de ces lampes. Par cette initiative, l'ONG Électriciens sans frontières, en partenariat avec la Gazelle, l'entreprise de fabrication et la coopération française, l'objectif est de lutter de façon durable contre les inégalités d'accès à l'électricité. C'est un projet qui grossit, on espère que demain il grandira encore. Mais pourquoi pas envisager de financer l'électrification, en tous les cas la mise à disposition de lampes solaires pour les élèves dans d'autres écoles. Cette innovation qui a été développée par la Gazelle basée à Dédougou a pour ambition de mettre en œuvre des projets d'électrification à la portée de tous en milieu rural. Et l'électrification est son domaine depuis 30 ans au Burkina. Le projet Production Internationale, plus connu sous l'anagramme PPI, fait 3 décennies d'action. En chiffres, ce sont plus de 400 villes bénéficiaires d'eau potable et près de 200 autres villes électrifiées. C'est une commémoration d'anniversaire particulière que nous compte Roger Cam et Maïmouna Traoré. L'aventure de PPI, Projet Production Internationale, a commencé en 1988 avec l'installation d'une adduction d'eau potable dans la Kompianga. L'aventure s'est poursuivie avec d'autres projets et aujourd'hui, il intervient dans les domaines de l'énergie solaire, de l'électromécanique, de l'hydraulique, des services miniers, des lignes et centrales électriques. On a travaillé dans tous les départements, dans toutes les provinces du pays. Aujourd'hui, on est encore en train de travailler sur Ouagadougou. On travaille aussi dans différents sites comme Gorom, Diapaga, Pama, Garango, Waïgouya, où est-ce qu'on est en train de renforcer les capacités en eau. On est en train d'électrifier des choses dans les quartiers périphériques de Bobo-Dioulasso. On va avoir aussi prochainement sur Ouaga. PPI marque alors cet arrêt pour faire le bilan de ses 30 ans d'activité et mener des réflexions pour repartir sur de nouvelles bases qui tiennent compte des réalités du moment. Le premier défi, je pense, qu'on a aujourd'hui, c'est à la fois le problème du monde rural, je pense, c'est-à-dire que de permettre au monde rural d'avoir accès à l'eau et à l'électricité et de le faire assez rapidement et de manière durable. La deuxième chose, c'est l'employabilité des jeunes. Arriver à former des jeunes femmes et des jeunes hommes, je dirais, pour qu'on puisse arriver à relever tous ces défis. Le projet Production Internationale célèbre ses 30 ans sous le signe de la solidarité.
Outre ce don de sang, il est prévu des remises de vivres à 2 orphelinats dans le plateau central. Je vous le disais, les acteurs de la filière musique rendent leur verdict au terme de plusieurs jours de réflexion sur le devenir des sons et rythmes du Burkina. La valorisation des œuvres et des infrastructures musicales est l'une des recommandations formulées par les participants à ces assises. Plus de précisions dans ce reportage de Césaire Carrefour avec Oumar Zombri. Après 2 jours de réflexion sur la promotion et la diffusion de la musique burkinabé, les participants de cet atelier dressent le bilan à l'issue des travaux. La prise en compte de la musique du terroir dans les activités socio-culturelles et scolaires, la mise en application des programmes culturels dans le système éducatif, le réaménagement des infrastructures culturelles, ce sont là quelques recommandations formulées au cours de cet atelier. C'est une opportunité qu'on nous donne, nous les artistes, les journalistes, les arrangeurs et tout, de pouvoir échanger entre nous et d'asseoir quelque chose. Bon, maintenant, on est satisfait du travail qui a été fait, mais nous attendons les conclusions. Parce que c'est ça la réalité. Nous avons travaillé, depuis 30 ans, on fait pratiquement le même travail, mais les conclusions n'arrivent pas. Donc c'est ça un peu notre inquiétude. Sinon, l'atelier s'est véritablement bien déroulé et nous avons beaucoup échangé. À cet atelier, organisé par le ministère en charge de la culture, les participants ont également tenté de donner une nouvelle définition à la musique burkinabé. Maintenant, quand on dit musique burkinabé, qu'est-ce que c'est? Ou la musique d'inspiration burkinabé. Inspiration burkinabé, ça veut dire que c'est la musique moderne, mais on s'inspire des rythmes, des mélodies du territoire pour agrémenter cette musique-là. À terme, un comité sera mis en place pour le suivi et l'évaluation des conclusions issues de cet atelier. Et pendant ce temps, des percussions se faisaient entendre de la cour du Musée national. C'est là que s'est tenue la 4e édition de la journée culturelle de l'association Toualé. L'idée est de faire la promotion de la culture Karaborola en mettant un accent particulier sur les valeurs distillées dans l'éducation en pays Karaboro. Les détails avec Césaire Carrefour et Maïmouna Traoré. Des danses Karaborola au rythme du balafon, des mets locaux et du bangui, cette boisson chère au Karaboro. Nous sommes à la 4e édition de la journée culturelle Karaborola à Ouagadougou, une initiative de l'association Toualé qui signifie Union en langue Karaboro. En tant que chef de canton, je me réjouis que ce groupe-là puisse initier une journée culturelle ici pour faire la promotion de la culture Karaboro dans le canton du Karaborola. Parmi ces valeurs à partager, vous avez des valeurs de solidarité, vous avez des valeurs de courage, vous avez des valeurs aussi de reconnaissance, parce que tout cela permet aux jeunes qui montent, que ce soit hommes ou femmes, de pouvoir se rappeler toujours d'où ils viennent pour pouvoir mieux s'orienter. Éducation dans le Karaborola, défis et perspectives. C'est le thème central de cette édition. On a choisi ce thème parce que notre région souffre en fait de ces problèmes d'éducation. Voilà, parce que quand on prend les mariages précoces qui sont récurrentes dans ma région et puis les grossesses par-ci, voilà, c'est un fléau. On a beaucoup de sœurs qui sont obligées de quitter les bancs à des niveaux très avancés. L'association Toualé regroupe des étudiants ressortissants du canton Karaborola. L'association existe depuis 2006. Son ambition, promouvoir la culture Karaborola dans un contexte de mutation sociale. Et dans l'actualité hors de chez nous, après 30 ans de traque, Rome pensait enfin tenir l'extradition de son terroriste. Hélas, hier vendredi, l'ancien militant communiste Cesare Battisti, 63 ans, a repris sa cavale. Au petit jour, la police brésilienne n'a trouvé personne à son domicile de Canaia, petit port de l'état de Sao Paulo, où l'Italien devenu écrivain a refait sa vie. La veille seulement, un juge de la Cour suprême annonçait l'extradition prochaine de Battisti vers l'Italie, où il a été jugé par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. Cesare Battisti se sentait en sécurité, certain de pouvoir couler des jours heureux avec sa famille au Brésil.
Cet Italien, ex-militant d'extrême gauche, bénéficiait encore alors de la protection de l'ancien président Lula da Silva. Je doute qu'un président puisse annuler le décret d'un autre président. Quel serait le sérieux? Quelle serait l'éthique d'un tel pays? Je suis tranquille. Mais en un an, les choses ont beaucoup changé au Brésil. L'élection à la tête du pays du leader d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a redistribué les cartes et coïncide avec l'accession au pouvoir en Italie du gouvernement très à droite de Giuseppe Conte. La décision du juge brésilien Luiz Fux d'ordonner l'arrestation de Cesare Battisti n'est donc que la suite logique, comme le laissait présager ce tweet de Matteo Salvini après la victoire de Jair Bolsonaro à la présidentielle. Je suis impatient de rencontrer le nouveau président Bolsonaro. Je me ferai un plaisir d'aller personnellement au Brésil, également pour aller chercher le terroriste rouge Cesare Battisti et le ramener en prison en Italie. Le président brésilien Michel Temer a signé vendredi son acte d'extradition. Cesare Battisti a été condamné en 1993 en Italie à la prison à perpétuité pour 4 meurtres et complicité de meurtres commis à la fin des années 1970. Crimes pour lesquels il clame son innocence. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.